Bonjour et bienvenue dans mon programme Devenir un bon consultant en informatique. Alors dans ce programme qui est inédit, que vous ne trouverez nulle part ailleurs, c'est un programme dans lequel je partage des pépites sur le monde du consulting et dans le domaine de l'informatique. Grâce à mes 18 ans d'expérience, je vais vous partager pas mal de pépites à travers 3 modules. Je vais commencer par le premier module qui est le module phase de recherche d'un emploi. Alors, bien que vous soyez un consultant qui est placé par une SS2I, c'est-à-dire une société de services en ingénierie et en informatique chez un client final, bien que vous soyez en poste en CDI ou en CDD, cela ne veut pas dire que vous êtes à l'abri. Il faut savoir que c'est au début, quand on est junior, voilà, donc on a cette chance peut-être d'être accepté par un employeur parce qu'on a fait un stage chez lui, mais si ce n'est pas le cas, donc ça veut dire qu'il faut chercher soi-même sa mission, son premier job. C'est vrai que c'est au début, avec le manque d'expérience, le premier réflexe, le premier job trouvé, c'est le bon. Et voilà, donc une fois qu'on a trouvé ce job-là, ça veut dire qu'on est à l'abri. Or, ce n'est pas vrai. Dans la phase de recherche d'emploi, cette phase-là, c'est une phase qui est importante parce que vous pouvez vous faire virer. Il faut savoir qu'il y a une période d'essai. Une période d'essai, maintenant, au début de ma carrière, elle était de 3 mois. Maintenant, elle est 3 mois renouvelable, elle est systématiquement renouvelable. La plupart du temps, c'est 6 mois. Et au bout de 6 mois, les gens sont virés. Donc, c'est pour ça que c'est important de maîtriser cette phase. Il faut savoir comment améliorer la phase de recherche d'un emploi. Il faut se dire à n'importe quel moment je peux me faire virer. Quels sont les outils que j'ai en ma possession pour que je puisse trouver plus rapidement un emploi. Mais pas n'importe quel emploi, un emploi qui me plaît. Alors, dans ce module-là, le premier module, il y aura 2 chapitres. Le premier chapitre, c'est je vais aborder des clés qui vous aideront à mettre en avant votre CV. Il y aura des recommandations pour un CV classique parce qu'il y a des recommandations sur un CV que vous connaissez déjà, mais j'aimerais bien quand même appuyer sur certains points pour que vous puissiez voir, vous rendre compte de l'importance de certains points dans un CV classique qui font que votre CV devient visible. Après, il y a un deuxième aspect, c'est le CV, les recommandations pour un CV plus attractif. Et ça c'est basé sur mon expérience personnelle. Grâce à ces astuces que j'ai pu avoir pendant mes 18 ans d'années d'expérience dans le monde du service informatique, que j'ai pu découvrir l'importance de ces aspects qui m'ont aidé justement à trouver plus rapidement des missions par la suite. Voilà, donc ces clés-là, vous les aurez dans ce chapitre-là. Puis dans le deuxième chapitre, il y aura donc des clés qui vous aideront pendant votre démarche à suivre, c'est-à-dire les démarches à suivre pour trouver votre job idéal, le job souhaité, le job de vos rêves. Vous voyez, parce que c'est important de ne pas accepter le premier job trouvé. Essayez de vous donner de l'importance, essayez de donner de l'importance par rapport à ce que vous recherchez. Et il faut savoir que trouver son job idéal, ça veut dire trouver un job dans lequel vous allez progresser, c'est un job qui a de l'avenir, c'est un job, quand vous passez du temps, 8 heures par jour, c'est énorme, donc c'est un job dans lequel vous pouvez vous épanouir, et surtout dans l'avenir, vous n'allez pas vous retrouver à une quarantaine d'années, avec une expérience incohérente, un CV incohérent, et qui malheureusement vous mettra dans une position difficile pour trouver un travail. Vous voyez, dans ce chapitre, je donnerai des clés basées sur mon expérience personnelle, et c'est des clés qui vous aideront à ne pas tomber dans le même piège dans lequel je suis tombé dans le passé, et surtout d'avoir plus de clarté par rapport à la façon de trouver un travail, et pas n'importe comment. Voilà. Alors, dans le deuxième module, qui est un deuxième module qui est une composante essentielle de cette formation, parce que avoir un bon CV, c'est très bien, mais ne pas assurer son entretien, c'est comme si vous n'avez rien fait. Le CV vous donne la chance d'être contacté par des recruteurs. Les recruteurs, ils sont intéressés par votre profil, ils utilisent des outils à base de mots-clés pour identifier votre CV. Mais qu'est-ce qui dit que cette personne qui a écrit ce CV, c'est vous? Et comment faire en sorte que vous, qui avez diffusé ce CV, que vous soyez classé en tête de liste lors des entretiens. Vous voyez, c'est important. Qu'est-ce qui fait que vous allez gagner cet entretien et qui va avoir comme objectif principal au bout du compte d'être accepté pour ce poste. Dans ce module, il y aura 5 chapitres essentiellement.
Dans le premier chapitre, je vais aborder l'aspect croyance limitée. C'est très important de savoir que vous pouvez avoir n'importe quel poste à partir du moment où vous avez ce souhait, cette motivation. Quand vous allez intégrer le marché du travail, que vous soyez débutant ou moyennement débutant, que vous ayez 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'à 5 ans d'expérience, vous allez comprendre, vous allez vous rendre compte très vite qu'il y a des gens qui créent des stéréotypes au niveau du travail. C'est-à-dire que vous, par exemple, vous pouvez ne pas être forcément informaticien, vous n'êtes pas forcément du monde informatique. Vous avez suivi une formation et grâce à cette formation, vous souhaitez trouver un travail en informatique. Malheureusement, il y en a qui disent, voilà, non, comme vous n'avez pas fait assez d'années d'études en informatique, vous n'êtes pas assez capable d'être accepté pour ce poste, etc. Détrompez-vous, ce n'est pas vrai. C'est complètement faux. N'écoutez pas les gens qui disent des choses négatives. Le seul conseil que je vous donne, c'est de vous éloigner de ces gens-là. Donc, dans ce chapitre, je vous donnerai des clés qui vous permettront de vous libérer de ces croyances limitantes, d'avoir confiance en vous et de passer au niveau supérieur. Dans le chapitre 2, on va parler de l'importance d'obtention des renseignements sur le client. Vous voyez, donc j'ai abordé dans le module précédent, donc j'ai abordé cet aspect brièvement, où il faut se renseigner vis-à-vis de la SS2I ou du client avant de passer l'entretien. C'est une phase essentielle, c'est une phase qu'il faut respecter. Les clés que je vais donner dedans sont importantes à retenir parce que ça va augmenter considérablement votre score pour être accepté ou passer en tête de liste. Dans le chapitre 3, il y aura la préparation mentale avant l'entretien. Il est important d'avoir un mental de gladiateur, un mental de gagnant, de celui quand il va passer l'entretien, il va avoir cet entretien-là. Celui qui a un manque de confiance en lui, celui qui se compare par rapport aux autres, qui écoute les gens autour de lui, en quoi il n'a pas les capacités d'avoir le poste en question, il ne faut pas l'écouter. Dans ce chapitre, je donnerai des clés, d'accord, que moi j'ai utilisées dans le passé, que j'ai pu avoir à travers le temps. Au début, j'étais déstabilisé, j'ai été déstabilisé par des collègues. Je ne sais pas s'ils étaient jaloux, etc. J'avais 2-3 ans d'expérience, eux ils avaient plus de 6-7 ans. Ils me déstabilisaient parce que je progressais très vite et ils me rabaissaient en fait. Ils me disaient toujours, voilà, je ne pouvais pas être fait pour tel poste, etc. Je ne pouvais pas progresser, etc. Mais maintenant que j'ai découvert toutes les clés qui concernent la préparation mentale, je peux vous confirmer que c'est une étape essentielle dans laquelle il faut vraiment développer ce mental, ne pas écouter les autres et avoir ce mental de gagnant. Dans le chapitre 4, je vais parler des clés pour assurer son entretien d'embauche. Eh bien, quand on passe un entretien, il y a des gestes qu'on fait, il y a des astuces qu'on ne connaît pas. Vous voyez, il y a des clés qu'il faut connaître pour faire une bonne impression auprès du client en face. En fait, quand je dis client, c'est à la SS2I, c'est le recruteur. Et généralement, dans le monde de l'informatique, on peut avoir déjà un entretien, ça c'est très rare pour un débutant, hein, c'est surtout pour les gens très très expérimentés, parce qu'ils sautent les entretiens de base comme celui de la RH, etc. Mais généralement, il y a 2-3 entretiens minimum. Le premier, c'est celui de la RH. Vous voyez, donc elle teste la psychologie, est-ce que vous correspondez par rapport à l'entreprise. Donc ici, je donnerai des clés qui vous permettront de rassurer le recruteur, de faire en sorte que vous deveniez cette perle rare que ne doit pas rater le recruteur. Et vous lui donnerez, il aura cette sensation d'avoir peur de perdre quelqu'un d'important. Vous voyez, c'est bien évidemment lui, le client, quand il passe l'entretien, moi je l'ai vécu pas une fois, je l'ai pas vécu que deux fois ou 3 fois, mais plusieurs fois. Pendant les entretiens, j'avais cette sensation d'être en face de personnes qui ont de l'orgueil, qui me prenaient de haut, etc. Mais grâce à mon expérience, j'ai pu avoir ces outils pour essayer de me protéger contre ces gens-là et de montrer, de renverser la donne. D'accord ? Et c'est important de maîtriser ces clés pour montrer que vous pouvez aussi être dans une position de force, gagner plus de score et passer en tête de liste. Voilà. Et enfin, dans le chapitre 5, je vais aborder cette partie qui gêne pas mal de consultants. Vous voyez, quand on négocie un salaire, il y en a qui se disent, voilà, moi, je peux accepter tel salaire, ou quand il parle avec une voix basse, etc. Le recruteur, il le voit très vite. Vous voyez, ils sont très intelligents, ils sont bien formés
sur ça. Ce qui fait qu'ils détectent en fait, il y a des signaux que vous pouvez envoyer qui détectent votre faiblesse, votre manque de confiance en vous-même. Ce qui fait qu'ils vont jouer sur ça pour revoir à la baisse votre salaire. Ici, il ne faut pas vous faire avoir. Je vais vous donner des techniques pour bien négocier son salaire avec une bonne confiance, d'accord, en vous-même, en vos valeurs, en ce que vous pouvez apporter aux clients afin d'avoir un salaire très correct, sans être très prétentieux et très gourmand, mais qui peut vous arranger, vous, et qui peut ne pas trop gêner le recruteur. Voilà, vous ne travaillez pas pour la gloire, vous travaillez pour gagner un salaire correct quand même, qui va vous aider à payer vos charges quotidiennes, votre loyer, etc. Donc autant qu'il soit correct. Voilà. Ça concerne le deuxième module. Maintenant pour finir, donc, j'aborde le troisième module, donc le module le plus important des trois, et dans lequel je donnerai des pépites et des clés qui vous aideront à comprendre comment maintenir votre poste, être performant dans votre travail, briller dans votre travail et surtout que votre travail soit visible. Bon, ce module, il y aura 8 chapitres essentiellement. Le premier chapitre, ça parle de la valeur ajoutée d'un consultant. Un consultant, qu'est-ce qui fait qu'il est différent d'un interne? Je m'explique. En général, vous êtes recruté sur profil par une SS2I, une société de services spécialisée dans l'ingénierie informatique. Donc, vous êtes placé par une SS2I et vous êtes embauché sur mission, pas sur profil. C'est-à-dire que vous, quand la SS2I vous place, si le client vous accepte, donc vous êtes embauché. Alors vous, quand vous êtes embauché en tant que consultant, vous êtes un consultant externe par rapport à ce client. Donc c'est quoi votre valeur ajoutée? Pourquoi je parle de la valeur ajoutée? Parce que généralement, quand vous êtes placé, la SS2I vous place chez un client grand compte, généralement, ça vous pouvez aussi être dans les plateaux de la SS2I pour travailler sur un projet en forfait ou en régie, ça je l'expliquerai dans la formation. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous en tant que consultant externe au client final, mais vous êtes interne par rapport à votre entreprise, mais externe au client final, vous serez intégré dans une équipe où il peut y avoir des internes. Les internes, c'est-à-dire des gens qui sont embauchés par le client final pendant longtemps. Malheureusement, il y a pas mal de postes internes, pas mal de consultants internes qui sont en fait, comment dire, ils travaillent sur des technologies révolues, ils ont développé de mauvais réflexes à travers le temps. Vous, donc, en tant qu'expert externe qui avez travaillé sur plusieurs missions, vous allez forcément apporter de la valeur ajoutée, et cette valeur ajoutée qui va vous distinguer parmi les gens qui sont sur place. Et c'est comme ça que votre travail va être visible et que vous allez être apprécié par le client. Vous voyez. Donc, vous en tant que consultant, il faut montrer cette capacité d'apporter de la valeur en plus des gens qui sont sur place. Et je vais aborder ces détails dans ce chapitre. Dans le deuxième chapitre, j'aborderai des techniques sur la méthodologie de travail. Il y a des techniques qui ne sont pas enseignées à l'école. Vous sortez de l'école, on vous donne les bases. L'école vous donne les bases, mais elle ne vous donne pas une bonne méthodologie. Elle ne vous donne pas des méthodes dans le travail. Elle vous forme sur les outils, vous allez avoir de la base sur quoi vous allez travailler. Mais dans le travail, il y a des méthodes. On ne travaille pas n'importe comment. On peut détecter facilement, le client peut détecter facilement si vous êtes un débutant ou un consultant confirmé. Vous voyez, il y en a beaucoup qui trafiquent leur CV en disant qu'ils sont très expérimentés, notamment ceux qui sont en reconversion professionnelle, et dès qu'ils commencent leur mission, c'est visible immédiatement et le client le vire immédiatement. Voilà. Donc il faut connaître une méthode de travail, connaître certaines clés qui sont vitales pour vous, pour que vous puissiez assurer votre travail, respecter les délais et surtout que votre travail soit reconnu à sa juste valeur parce que vous travaillez d'une façon méthodique et intelligente, et ce qui fait que vous aurez à la fin la reconnaissance du client. Dans le chapitre 3, on va parler de la communication. Vous allez découvrir l'importance de mieux communiquer en entreprise. Les consultants qui sont, la plupart des consultants de nos jours, surtout les consultants juniors, quand je dis juniors qui ont moins de 5 ans d'expérience, ne connaissent pas la valeur de la communication. Beaucoup de consultants ignorent ou négligent cette partie-là. Franchement, dans pas mal d'émissions que j'ai effectuées dans le passé, j'ai vu des cadors, des gens très forts dans leur domaine, dans leur techno. Mais malheureusement, comme ils ne savaient pas communiquer, donc ils ne savaient pas mettre en valeur leur travail, il y avait même, malheureusement, certains consultants qui étaient très bons dans leur techno, mais comme leur responsable direct savait bien communiquer, et bien c'est lui qui donne l'impression de faire le travail du consultant. Ça arrive rarement, mais ça peut arriver. Vous n'êtes pas à l'abri de ça.
Et c'est important aussi de savoir communiquer à travers l'écriture, à travers les mails que vous écrivez, que vous envoyez dans l'entreprise. Ça, c'est visible et c'est important. Quand vous envoyez aux équipes transverses, vous voyez, savoir communiquer avec le client, avec les gens du métier, savoir communiquer avec le DSI, il ne faut pas qu'il vous impressionne le DSI. Alors, si c'est un responsable, si c'est N plus 10, et alors, il faut savoir communiquer. Vous voyez, la communication est un point essentiel et vital pour un consultant, que doit maîtriser un consultant pour qu'il puisse durer dans une mission. Vous voyez, ça, je vais aborder toutes ces clés dans ce chapitre. Dans le chapitre 4, je vais parler des performances dans le travail. Vous savez, quand je vous dis que quelqu'un qui a 5 ans d'expérience, vous pouvez avoir l'équivalent de son expérience en 3 ans. Vous pouvez me dire que ce n'est pas possible. Eh bien, moi, je vous dis que c'est possible grâce à des techniques que je vais vous enseigner dans ce chapitre. Pourquoi? Parce que grâce à certaines techniques, on peut être beaucoup plus performant, mais vraiment plus performant. On peut avancer beaucoup plus vite. Une année peut être l'équivalent d'une année et demie. Vous voyez, il y a des techniques à qui il faut donner de l'importance, auxquelles il faut donner de l'importance, qui vont faire en sorte de progresser très vite et du coup vous allez devenir très performant. Et le fait de devenir très performant, votre travail, c'est-à-dire que vous allez dégager du temps dans le futur et ça va vous permettre d'apprendre des choses en plus, ce qui fait que ça va rajouter des cordes dans votre arc et ce qui va faire en sorte que vous deveniez un consultant comme un couteau suisse, quelqu'un qui maîtrise beaucoup, qui a beaucoup de compétences, vous voyez, parce que vous êtes performant, vous allez vite. Dans le chapitre 5, je vais parler des applications des supports d'application et développeurs d'applications. Beaucoup de développeurs juniors croient que faire un développement pur, il n'y a pas mieux que ça. Eh bien, ce n'est pas tout le temps vrai. Il y a des points positifs et négatifs de chaque partie. Dans ce chapitre, vous allez découvrir l'importance de travailler sur des applications de support, par exemple niveau 3. Il y a plusieurs 1 c'est plus basique, 2 ça concerne des gens qui sont en interaction avec les gens du métier, mais généralement les informaticiens qui maintiennent les applications sont au support niveau 3. Eh bien, le fait de travailler dans une application de support niveau 3 et ou c'est une application de tierce maintenance applicative ou la TMA, une TMA, c'est-à-dire que vous maintenez une application pour corriger des bugs, pour que cette application fonctionne et puisse répondre aux besoins du client, eh bien, vous pouvez découvrir des pépites. L'une des choses qui peuvent être intéressantes, je donne juste un exemple sans aller loin, eh bien, ça va vous aider à mieux comprendre des règles de gestion. Des fois, vous pouvez obtenir une réponse par rapport à différentes règles de gestion juste en regardant les applications, en maintenant l'application, que de demander aux gens du métier directement. Et il y a même des fois, moi j'étais exposé à ce cas-là, où il y avait des règles de gestion qui ont été développées il y a longtemps, que les gens du métier ne comprennent pas, maîtrisent pas parce que eux, c'est une nouvelle équipe, vous voyez. Et moi, je les ai aidés grâce au reverse engineering, c'est-à-dire que j'ai lu le code et j'ai essayé de décrypter ce qu'il y avait de code pour essayer de faire comprendre ces règles, des anciennes règles de gestion aux gens du métier pour qu'ils puissent les modifier, vous voyez. Donc, il ne faut pas voir une TMA, une application, quand vous faites du support d'application, que c'est une mauvaise chose. Ça peut être extrêmement puissant et pertinent et ça peut vous aider à comprendre, à monter en compétence dans la partie métier. Bien évidemment, la partie développement d'application pure est très intéressante. Quand vous développez avec D6, si vous allez découvrir la méthode agile ou par exemple avec la méthode Scrum, vous avez des sprints, parce que je vais l'expliquer dans ce chapitre, vous avez des sprints de 2 semaines. Voilà, donc dans sprint, donc il y a moins de pression, mais vous allez monter en compétence. Mais en termes de vitesse d'apprentissage, moi j'ai appris beaucoup plus dans la partie application, support d'application que la partie développement. Après la partie développement, vous pouvez faire de la veille, c'est-à-dire que à part le fait de développer des applications, vous allez vous inscrire dans des sites de formation, etc. Bon, bref, en tout cas, je donnerai des pépites dans ce chapitre-là. Dans le chapitre 6, je vais parler des outils importants qu'il faut maîtriser dans l'entreprise. Vous savez, il y a des outils qui ne sont pas enseignés dans les écoles. Vous finissez votre formation. Bon, si c'est une formation d'ingénieur, bon, il y a des écoles d'ingénieurs qui peut-être donnent plus d'outils que les facs parce que dans certaines facs, il n'y a pas forcément, ils n'enseignent pas forcément tous ces outils-là, même dans toutes les écoles d'ingénieurs. C'est des outils qu'il faut maîtriser, qui sont importants, qui peuvent vous faire gagner du temps. Et ce qui fait que si vous maîtrisez l'un de ces outils ou 2 ou 3 outils, eh bien, ça peut donner la possibilité au client. Déjà, il va être satisfait, il va être content parce qu'il ne va pas perdre du temps, il va vous former sur l'outil, donc il va perdre moins de temps, il ne va pas perdre d'argent. Mais en échange, il va vous former sur d'autres outils, comme ça, c'est du gagnant-gagnant. Donc lui, il va voir que vous allez progresser dans d'autres choses, ce qui fait que vous allez être encore plus efficace. Et puis
vous allez améliorer votre CV, etc. Votre carrière va s'embellir. Bon, dans le chapitre 7, je vais aborder la partie importante, qui peut être importante pour celui qui dépasse 5 ans d'expérience. C'est-à-dire que à partir du moment où vous dépassez les 5 ans d'expérience, vous devenez en fait un consultant confirmé. Quand je dis 5 ans, mais après ça peut être 3 ans, si vous avancez très vite. À partir du moment où vous êtes prêt, vous avez assez d'expérience, vous devenez confirmé, moi je vous conseille vivement de devenir freelance, de travailler en freelance. Pourquoi? Parce que d'une part, vous allez augmenter votre salaire considérablement, vous allez choisir vos futures missions, vous allez embellir votre CV parce que les futures missions que vous allez choisir, vous permettront d'avoir un CV cohérent, pas un CV accidenté, parce que j'ai connu des amis qui ont travaillé chez des clients grands comptes, chez des SS2I, même de grandes SS2I, où la personne était considérée comme un chiffre. Il était salarié pendant plus de 10 ans. À chaque fois qu'il terminait une mission qui durait entre 1 an et 2 ans, on l'envoyait dans une autre mission pour travailler sur d'autres technos qui n'ont rien à voir avec les technos d'avant. Ce qui fait que ce gars-là, il s'est formé sur des technos diverses et même un peu vieilles et pas forcément de pointe. Alors, au fil du temps, il s'est rendu compte qu'il a un CV complètement incohérent. On peut dire qu'il a accidenté, si je peux le dire. Ce qui fait que ce n'est pas un CV attractif qu'il a, ce gars-là. Vous voyez? Donc moi, je vous encourage à passer le cap, à devenir freelance. Je vous donnerai de toute façon des clés dans ce chapitre. Après, je n'expliquerai pas dans le détail parce qu'il y a une formation qui est dédiée sur cette formation, sur cette partie-là. Il y a une formation complètement dédiée pour vous donner des pépites, vous expliquer comment travailler en freelance, comment ne plus avoir peur de changer, de devenir freelance, de trouver votre premier client et durer dans une mission, ça je vous donnerai. Mais il faut retenir que le fait de travailler en freelance, vous allez choisir votre propre mission dans le futur, vous allez travailler sur des missions très valorisantes qui vont vous plaire, qui vont être avec une très bonne rémunération et qui va faire en sorte que votre CV soit cohérent et vous devenez précieux dans l'avenir. Voilà. Je vais terminer par le chapitre 8 dans lequel je donnerai quelques recommandations pour le futur. Je vous partagerai des pépites par rapport à mes différentes expériences pour avoir plus de visibilité dans l'avenir. Voyez, ne pas être comme ce consultant qui a peur de perdre son travail ou de changer de travail, mais plutôt de se mettre une idée dans la tête, ce que je suis consultant, je sais où je vais, ou si je ne sais pas, je dois chercher cette clarté pour savoir où je vais, pour devenir ce consultant vraiment précieux. Et je vais devenir ce consultant qui ne va jamais chômer, je vais devenir ce consultant qui va trouver du travail facilement, surtout intéressant et aussi très bien rémunéré. Vous voyez, donc toutes ces clés, je les partage à travers ces 3 modules qui sont extrêmement puissants. C'est une formation inédite sur le marché, mais elle va vous propulser, elle va vous ouvrir des portes parce que vous allez avoir de la clarté, parce que vous, quand vous sortez d'une école, il y a un mur entre l'école et l'entreprise, le monde de l'entreprise. Il y a des choses qui ne sont pas enseignées, il y a des coups bas qui se passent dans l'entreprise. Malheureusement, la plupart des victimes, c'est les juniors qui ne sont pas expérimentés. Vous voyez, c'est des choses dont il faut être au courant pour que vous puissiez être armé avec des connaissances solides, une prise de conscience surtout, d'accord, une prise de conscience de certaines choses qui arrivent dans l'entreprise et avec des méthodes qui vont faire en sorte que vous deveniez ce bon consultant qui a d'avenir, qui sera précieux dans l'avenir et dans le futur. Voilà, et dans le futur proche, j'espère. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et donc je vous attends dans le prochain module qui est le module 1 qui est comment améliorer recherche, donc la phase recherche d'emploi. Donc je vous dis à tout de suite. Merci.